Toute la semaine, ma femme a insisté sur une chose, porte cette montre à la fête. J'ai senti un piège. Alors, je suis venu sans et je l'ai donné à son frère. Quand il est entré dans la salle, elle a couru vers lui en criant « Enlève-la tout de suite ». Ce qui s'est passé ensuite a choqué tous les invités. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Tout a commencé un mardi soir. Je venais de rentrer du travail quand Elena est apparue dans le salon avec une petite boîte entre les mains. Nous étions mariés depuis 12 ans. 12 ans pendant lesquels je pensais la connaître par cœur. Je pensais connaître chaque geste, chaque pose, chaque regard. Mais ce soir-là, quand j'ai ouvert cette boîte, quelque chose a changé. C'était une montre en argent, bracelet en cuir noir, grand cadran, élégante, chère, trop chère pour un cadeau sans raison apparente. La fête de notre anniversaire de mariage était samedi, mais c'était encore dans 5 jours. Je l'ai remerciée. J'ai dit, elle est magnifique, Elena. Merci. Elle a souri, mais ce n'était pas un sourire normal. C'était un sourire trop large, trop figé. Je veux que tu la portes pour la fête, m'a-t-elle dit. Elle ira parfaitement avec ton costume gris. J'ai hoché la tête. Bien sûr, je la porterai. J'ai rangé la boîte, pensant que ça s'arrêterait là. J'avais tort. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Elena en a reparlé. N'oublie pas de porter la montre samedi, a-t-elle dit en me versant du café. J'ai levé les yeux. Je t'ai déjà dit oui, Elena. Je sais. Je veux juste m'en assurer. C'est important pour moi. Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose qui n'était pas une simple demande. Cela ressemblait presque à une supplication, ou à un ordre déguisé en supplication. Le jeudi, elle en a encore parlé, cette fois pendant que nous regardions la télévision. Roberto, tu vas mettre la montre, n'est-ce pas? Je me suis tourné vers elle. Oui, Elena, je te l'ai déjà dit 3 fois. Je veux juste que tu sois parfait. Après 12 ans, nous méritons une soirée spéciale. Sa main serrait la télécommande trop fort. Ses jointures étaient blanches, sa mâchoire tendue. Tout va bien, lui ai-je demandé. Oui, tout va bien. Promets-moi juste de la porter. Je le promets. Mais mon estomac s'est noué quand j'ai prononcé ces mots. Le vendredi matin, j'ai trouvé la montre sur ma table de chevet. Je l'avais laissée dans le tiroir. Maintenant, elle était là, impossible à ignorer, brillant à la lumière de la fenêtre. Elena est entrée pendant que je m'habillais. Tu l'as déjà essayé, m'a-t-elle demandé. Pas encore. Tu devrais l'essayer. Assure-toi qu'elle te va bien, qu'elle fonctionne correctement. Je l'ai regardée. Elena, c'est une montre. Bien sûr qu'elle fonctionne. Essaie-la, s'il te plaît. Il y avait une urgence dans sa voix. Trop d'urgence. Je le ferai plus tard, lui ai-je dit. Elle est restée sur le pas de la porte, immobile, à me fixer. Elle n'a rien dit d'autre pendant plusieurs secondes. Elle m'a juste regardé avec une intensité qui m'a donné la chair de poule. Cet après-midi-là, au bureau, je n'arrivais pas à me concentrer. Carla, ma collègue, s'est approchée de mon bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fixes l'écran depuis le début de l'après-midi sans rien faire. Je lui ai parlé de la montre, de l'insistance d'Elena, de ce sentiment étrange dont je n'arrivais pas à me défaire. Carla a ri. Oh, Roberto, tu exagères. Mon mari est pareil avant les événements importants. Elena veut juste que tu sois beau. Ce n'est pas seulement ça, c'est la façon dont elle le dit, la fréquence. C'est obsessionnel. Toutes les femmes sont comme ça avec les détails. Détends-toi. Je voulais la croire. Je voulais vraiment la croire. Mais ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, Elena m'a posé une question qui m'a glacé le sang. Roberto, est-ce que tu transpires beaucoup quand tu es nerveux? Je l'ai regardé, sans comprendre. Quoi? Simple curiosité. Je veux savoir si le cuir de la montre va irriter ta peau. Certains matériaux provoquent des irritations avec la sueur. Cela semblait logique, rationnel, mais il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de calculé, comme si elle évaluait ma réponse avec trop d'attention. Non, je ne transpire pas tant que ça d'habitude, lui ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement,
puis m'a demandé quelque chose de plus étrange. Quand même, as-tu des allergies que je ne connais pas? Je l'ai regardé, un rire nerveux m'échappant. Elena, nous sommes ensemble depuis 12 ans. Si j'avais des allergies importantes, tu le saurais depuis le temps. Aucune, pas même une légère? Eh bien, il y a des années, j'ai mentionné qu'un bracelet en métal bon marché m'avait donné des démangeaisons une fois, mais ça fait longtemps. Pourquoi tu demandes? Son visage s'est illuminé une seconde, comme si je lui avais donné une information précieuse. Je veux juste être sûre, a-t-elle dit rapidement. Je ne veux pas que quoi que ce soit gâche notre soirée spéciale. Mais la façon dont elle l'a dit, la façon dont ses yeux ont brillé quand j'ai mentionné cette vieille allergie, a fait parcourir un frisson le long de ma colonne vertébrale. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Je me suis tourné et retourné dans le lit en repensant aux questions d'Elena, à son insistance, à la façon dont elle m'avait regardé quand j'avais répondu à propos de l'allergie. Le samedi matin, jour de la fête, Elena était étrangement calme, trop calme. Elle se déplaçait dans la maison avec un calme artificiel. Elle a préparé le petit déjeuner, organisé les derniers détails et, environ toutes les 30 minutes, elle mentionnait la montre. As-tu sorti la montre du tiroir? L'as-tu nettoyée? Es-tu sûr qu'elle fonctionne? Vas-tu la mettre avant qu'on parte ou sur place? La pression était constante, subtile, mais constante, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai pris la montre. Je l'ai regardée de près, je l'ai retournée dans mes mains, je l'ai tenue à la lumière, j'ai passé mes doigts sur le bracelet en cuir, sur l'intérieur de la boucle. Je n'ai rien vu d'étrange. Juste une montre normale, élégante et chère, tout à fait ordinaire. Mais mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. Je n'avais aucune preuve, aucune raison logique, juste un pressentiment dans mon ventre qui devenait de plus en plus fort chaque fois que je regardais cette foutue montre. Et j'ai pris une décision. L'après-midi même, pendant que je m'habillais pour la fête, j'ai laissé la montre sur la commode. J'ai mis ma vieille Seiko, celle que mon père m'avait offerte, celle que je portais depuis des années. Elena est sortie de la salle de bain enveloppée dans son peignoir couleur crème. Elle m'a vu devant le miroir, son regard est descendu sur mon poignet. Son expression a complètement changé. Où est la montre, m'a-t-elle demandé. Sa voix était tendue. Contrôlée, mais tendue. Je l'ai oubliée. J'ai déjà ma montre habituelle. Roberto, s'il te plaît, mets l'autre. C'est important. Je suis déjà prêt comme ça. Elena, s'il te plaît. Ça compte beaucoup pour moi. S'il te plaît. Il y avait du désespoir dans sa voix. Un vrai désespoir. Pourquoi une montre est-elle si importante, ai-je demandé en la regardant intensément. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a pris une grande inspiration. Parce qu'il a été très difficile pour moi de trouver la montre parfaite pour toi, parce que je veux que la soirée soit spéciale. Pourquoi? La sonnette a retenti. Les premiers invités arrivaient. Elena m'a regardé avec un mélange de frustration et d'autre chose. Quelque chose que je n'arrivais pas à identifier alors, quelque chose comme de la peur. Bien, a-t-elle finalement dit. Porte celle que tu veux. Mais sa voix semblait vaincue, éteinte. Elle s'est retournée et est partie s'habiller sans dire un mot de plus. Je suis resté là devant le miroir, à regarder mon reflet, me demandant si je venais d'éviter quelque chose de terrible ou si je devenais simplement paranoïaque. Je ne le savais pas encore, mais j'allais bientôt le découvrir. La fête a commencé comme n'importe quelle autre célébration d'anniversaire. La salle était décorée de lumières chaudes, de tables élégantes, avec des fleurs blanches et violettes partout. Elena avait engagé un service de traiteur qui servait des canapés et des coupes de champagne. Une musique douce en fond, des conversations polies, des rires. Tout semblait parfait, mais je n'arrivais pas à me détendre. Elena circulait parmi les invités avec un sourire figé sur le visage. Elle saluait, serrait dans ses bras, remerciait chaque personne d'être venue, mais chaque fois que nos regards se croisaient, je voyais quelque chose dans le sien, quelque chose de froid, de rancunier. Je me suis approché d'elle alors qu'elle était seule près de la table des cadeaux. « Ça va » ai-je demandé à voix basse. « Parfaitement » a-t-elle répondu sans me regarder. « Pourquoi ça n'irait pas ?»« Je ne sais pas. » « Tu as l'air tendu. » Elle m'a enfin regardé. « Je vais bien, Roberto. Profite de la fête. »
Elle s'est éloignée avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Carla est arrivée avec son mari, Enrique. Ils sont venus me saluer avec de grands sourires. Félicitations, a dit Carla en me serrant dans ses bras. 12 ans. C'est un bel accomplissement. Merci d'être venu. Enrique m'a tapé sur l'épaule. Tu as l'air en forme, mon vieux. Ce costume te va à merveille. Merci. Carla s'est penchée et m'a chuchoté à l'oreille, tu t'es remis de ta paranoïa sur la montre? J'ai ri nerveusement. Ouais, je suppose que tu avais raison. Mais je n'en étais pas sûr. Les minutes ont passé, d'autres invités sont arrivés. La musique est devenue un peu plus forte. Les gens ont commencé à danser. J'ai essayé d'avoir l'air détendu, mais mes yeux cherchaient constamment Elena. Je la voyais se déplacer d'un côté à l'autre, parler à tout le monde, mais regardant l'entrée de la salle toutes les quelques minutes, comme si elle attendait quelqu'un. Et puis je l'ai vu. Rodrigo, le frère d'Elena, est entré dans la pièce. Grand, environ 35 ans, toujours avec ce sourire insouciant qui le caractérisait. Il portait un costume noir, une chemise blanche. Il présentait bien. Il a salué quelques personnes qu'il connaissait en s'avançant vers nous. Et puis, je l'ai remarqué sur son poignet gauche. Quelque chose de couleur argent brillait. Ma montre. La montre que j'avais laissée sur la commode. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Rodrigo s'est approché en souriant. Petite sœur, beau-frère. Félicitations pour vos 12 ans. Il a serré Elena dans ses bras. Elle est restée raide dans ses bras. Complètement raide. Rodrigo a dit d'une voix étrange, quand es-tu arrivé? Il y a environ 1 heure. Je suis passé chez vous en premier parce que j'avais oublié ma montre à l'hôtel. J'ai vu celle-ci sur ta commode et j'ai pensé que Roberto l'avait oubliée, alors je l'ai empruntée. J'espère que ça ne te dérange pas, beau-frère. Il m'a montré son poignet avec fierté. C'est une montre incroyable. Où l'as-tu achetée? Je ne pouvais pas répondre, car je regardais Elena, et Elena regardait la montre au poignet de son frère comme si elle venait de voir un fantôme. Son visage avait perdu toutes ses couleurs, elle était blanche comme un linge. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, ses yeux se sont écarquillés et ses mains ont commencé à trembler. Elena, ça va? A demandé Rodrigo en lui touchant l'épaule. Elle n'a pas répondu. Elle continuait simplement à fixer la montre. Paralysée. Elena, a insisté Rodrigo. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis elle a réagi, mais pas de la façon dont on l'attendait. Elle a saisi le poignet de Rodrigo fermement. Trop fermement. Pourquoi la portes-tu? A-t-elle demandé d'une voix tremblante. Pourquoi as-tu mis cette montre? Rodrigo a ri, confus. Je te l'ai déjà dit. Je l'ai vu chez vous et j'ai pensé que Roberto. Enlève-la, l'a interrompu Elena. Sa voix est montée d'un ton. Plusieurs personnes à proximité se sont retournées pour regarder. Quoi? Rodrigo souriait toujours, mais maintenant de façon inconfortable. Enlève-la tout de suite. A répété Elena. Sa main essayait de détacher la boucle de la montre. Enlève-la. Enlève-la de ton poignet. Elena, calme-toi, a dit Rodrigo en reculant d'un pas, c'est juste une montre. Mais elle ne s'est pas calmée. Elle l'a suivi. Elle l'a poursuivi. Elle a essayé d'arracher la montre de son poignet en répétant encore et encore, enlève-la. S'il te plaît, enlève-la. La musique s'est arrêtée. Tous les invités se sont tus, observant la scène. Je me suis rapidement approché. Elena, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu la panique. Une panique absolue. Ça ne devait pas être lui, a-t-elle murmuré. Ça ne devait pas être lui. Rodrigo a finalement retiré la montre. D'accord. D'accord, je l'enlève. Calme-toi. Il l'a tendue à Elena, les mains en l'air, comme s'il rendait une arme. Elena a pris la montre, l'a tenue dans ses mains tremblantes, puis a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle l'a jetée par terre avec force. Le verre s'est brisé. Le cadran s'est détaché. De petits morceaux ont volé sur le plancher en bois. Le silence dans la pièce était assourdissant. Elena, ai-je dit en m'approchant d'elle. Qu'est-ce qui te prend, bon sang? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Rodrigo a émis un son étrange.
Un halètement. Je me suis tourné vers lui. Il se grattait fortement le poignet avec ses ongles, laissant des marques rouges sur sa peau. Ça gratte, a-t-il dit. Ça me démange comme un fou. Et là, je l'ai vu. La peau autour de son poignet, là où la montre avait été, commençait à devenir rouge. Ce n'était pas un rouge normal. C'était un rouge intense, enflammé, comme une brûlure. Rodrigo, qu'est-ce qui ne va pas, a demandé Carla en s'approchant. Je ne sais pas. Ça a commencé à me gratter il y a quelques minutes, mais maintenant. Maintenant ça brûle. Il continuait à se gratter plus fort. La peau commençait à peler sous ses ongles. Elena a reculé. Elle était toujours pâle, mais il y avait maintenant autre chose dans son expression. De l'horreur. De l'horreur pure. Depuis combien de temps la portes-tu, lui a-t-elle demandé d'une voix étranglée. Je ne sais pas. Environ 40 minutes. Pourquoi? 40 minutes, a répété Elena. Et puis elle a porté ses mains à sa bouche. La peau de Rodrigo continuait de s'aggraver. Maintenant, il y avait des zones qui commençaient à gonfler. De petites cloques se formaient autour de son poignet. J'ai besoin d'eau, a dit Rodrigo. Ça brûle. Ça brûle tellement. Enrique a couru aux toilettes pour chercher de l'eau. Carla essayait de calmer Rodrigo. Je regardais Elena, et Elena regardait le poignet de son frère avec des larmes dans les yeux. Ce n'était pas pour toi, a-t-elle murmuré. Ce n'était pas pour toi, Rodrigo. Ce n'était pas pour toi. Rodrigo a commencé à transpirer. D'énormes gouttes tombaient de son front. Sa respiration s'est accélérée. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à respirer. Bien, a-t-il dit en mettant la main sur sa poitrine. Et puis il a trébuché. Carla l'a rattrapé avant qu'il ne tombe. Que quelqu'un appelle une ambulance. Plusieurs invités ont sorti leur téléphone. Je me suis approché d'Elena et je l'ai attrapée fermement par le bras. Qu'est-ce que tu as fait, ai-je demandé en serrant les dents. Qu'est-ce que tu as foutu, Elena? Elle m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Je ne voulais pas. Ce n'était pas pour lui, Roberto, a-t-elle répété. Ce n'était pas pour lui. C'était pour qui, alors? Mais je n'avais pas besoin qu'elle réponde, car à ce moment-là, en regardant son visage dévasté, en regardant son frère qui luttait maintenant pour respirer sur le sol, en regardant la montre cassée à nos pieds, j'ai tout compris. La montre était pour moi. Toute cette semaine d'insistance, toutes ces questions étranges, tout cela avait été pour s'assurer que je porte cette montre. Et quelque chose dans cette montre était conçu pour me faire du mal. Toi, ai-je dit en la lâchant comme si elle me brûlait. Tu as fait quelque chose à cette montre. Elena a secoué la tête, mais ses larmes l'ont trahi. Je n'ai pas. J'ai juste. Rodrigo a toussé fort. Son visage commençait à prendre une couleur étrange, rougeâtre, enflée. L'ambulance est en route, a crié quelqu'un. Mais je continuais à regarder Elena, et Elena continuait à regarder son frère, le frère qui avait pris ma place. Le frère qui payait maintenant le prix de ce qu'elle avait prévu pour moi. Je me suis agenouillé à côté de Rodrigo. Sa respiration devenait de plus en plus difficile. On aurait dit que l'air devait passer par un tunnel étroit pour atteindre ses poumons. Une respiration sifflante, forcée, terrifiante. Doucement, mon vieux, ai-je dit, essayant de rester calme. L'ambulance arrive. Mais Rodrigo ne semblait pas m'entendre. Ses yeux allaient dans tous les sens, désorientés. Sa main grattait encore son poignet, mais avec moins de force, comme si la douleur était si intense qu'il ne pouvait même plus y toucher. La peau autour de l'endroit où la montre avait été n'était plus seulement rouge. C'était un mélange de rouge intense, de violet et de blanc. Les cloques avaient grossi. Certaines avaient éclaté, laissant un liquide clair couler le long de son bras. Carla était à côté de moi, son téléphone à la main, parlant à l'opérateur des urgences. Oui, c'est une réaction allergique sévère. Sa peau est très enflée. Il a du mal à respirer. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Enrique avait apporté des serviettes mouillées et essayait de refroidir le poignet de Rodrigo, mais il se tordait de douleur chaque fois que quelque chose touchait sa peau. Non, ne me touche pas là, a crié Rodrigo. Ça brûle. Ça brûle comme du feu. Je me suis levé et je me suis dirigé vers Elena.
Elle était toujours debout, immobile, ses mains couvrant sa bouche. Des larmes coulaient sur ses joues, ruinant son maquillage. Je l'ai prise par le bras et l'ai traînée dans un coin de la pièce, à l'écart des autres. « Dis-moi ce que tu as fait » ai-je ordonné d'une voix basse mais ferme. « Dis-le-moi maintenant, Elena. Ça pourrait aider les médecins. » Elle a secoué la tête encore et encore. « Je n'ai pas. Je ne pensais pas, Elena, ton frère est en train de mourir là-bas. Qu'est-ce que tu as mis sur la montre ?»« Je n'ai rien mis sur la montre, » a-t-elle sangloté. C'était le bracelet. L'intérieur du bracelet. Qu'est-ce que tu as mis sur le bracelet? Elle a fermé les yeux. D'autres larmes sont tombées. De l'extrait de nickel concentré mélangé à une résine synthétique. J'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur ton allergie. Cette fois où tu en as parlé il y a des années. J'ai cherché en ligne comment aggraver une réaction allergique au métal. J'ai trouvé des forums. Des instructions. J'ai acheté les composants à différents endroits pour que personne ne se doute de rien. J'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Tu allais m'empoisonner. Ce n'est pas du poison, a-t-elle dit rapidement. Ça allait juste te provoquer une réaction allergique, une réaction forte, assez pour nécessiter une hospitalisation, mais ça n'allait pas te tuer. Je le jure, Roberto, je ne voulais pas te tuer. Et qu'espérais-tu obtenir avec ça? Elena a dégluti difficilement. Sa voix est sortie brisée. J'ai des dettes. Beaucoup de dettes. 200 000 $ sur des cartes de crédit. Des prêts que je ne peux pas rembourser. Et toi? Tu as cette assurance vie que tu as signée l'année dernière, celle qui couvre l'invalidité permanente. Aussi. Je l'ai dévisagé, incapable de croire ce que j'entendais. Tu prévoyais de me rendre invalide pour toucher l'assurance? Pas de façon permanente, juste. Juste assez pour que ce soit consigné, pour que les médecins documentent des dommages. Une réaction sévère avec des conséquences à long terme. L'assurance aurait versé une indemnité pour invalidité temporaire de 150 000 $, assez pour couvrir mes dettes. Et pendant ce temps? Tu allais juste t'asseoir et me regarder souffrir? Tu ne me donnes jamais accès à ton argent, a-t-elle soudainement explosé. Toujours à tout contrôler. Toujours à vérifier chaque dépense. Je me sens comme une enfant qui demande la permission. J'avais besoin d'une issue. J'avais besoin de résoudre ça par moi-même. Je n'arrivais pas à assimiler ce que j'entendais. Cette femme avec qui j'avais partagé 12 ans de ma vie. Cette femme que j'avais aimée. Cette femme avait prévu de me blesser physiquement pour de l'argent. Tu es malade, lui ai-je dit. Tu es complètement malade, Elena. Tu ne comprends pas, a-t-elle crié. Les agents de recouvrement m'appellent tous les jours. Ils me menacent. Je vais tout perdre. Et toi? Tu ne remarques jamais rien. Toujours si occupé par ton travail, si calme dans ta routine. Pendant que je me noie dans les dettes que j'ai contractées. En essayant de maintenir cette vie parfaite que tu attends de moi. Je ne t'ai jamais demandé une vie parfaite. Je t'ai demandé d'être honnête. L'honnêteté ne paie pas les factures. Un cri a interrompu notre conversation. C'était Rodrigo. Son visage était maintenant complètement boursouflé. Ses lèvres avaient doublé de volume. Ses paupières étaient tellement enflées qu'il pouvait à peine ouvrir les yeux. « Je n'arrive pas à respirer » a-t-il dit entre deux halètements. « Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas » Carla était agenouillée à ses côtés, lui tenant la tête. « Ils arrivent. Tiens bon, Rodrigo. Ils arrivent. » Elena s'est libérée de mon emprise et a couru vers son frère. Elle s'est agenouillée à côté de lui. « Rodo, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'était pas pour toi. Ce n'était pas pour toi. » Rodrigo l'a regardé avec ses yeux enflés et confus. « Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? » « Pardonne-moi, » a répété Elena en lui caressant les cheveux. « Pardonne-moi, petit frère. Pardonne-moi. » Enrique m'a regardé de l'autre côté de Rodrigo. Son expression était un mélange de confusion et d'horreur. « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici, bon sang ?» a-t-il demandé. Avant que je puisse répondre, les portes de la salle se sont ouvertes à la volée. 2 ambulanciers se sont précipités avec une trousse de secours et une civière pliante.
Écartez-vous, s'il vous plaît, a ordonné l'un d'eux. Nous avons tous reculé, leur laissant de l'espace. Les ambulanciers se sont agenouillés près de Rodrigo et ont rapidement commencé à l'évaluer. Réaction allergique sévère. Anaphylaxie en cours, a dit l'un d'eux à son collègue. Prépare l'épinéphrine. L'autre ambulancier a sorti une seringue de sa trousse, a retiré le capuchon et l'a planté dans la cuisse de Rodrigo sans une seconde d'hésitation. Rodrigo a halté, son corps s'est tendu pendant un moment. Doucement, mon grand. Ça va t'aider à respirer, a dit l'ambulancier en lui tenant l'épaule. Quelques secondes ont passé. Cela a semblé être une éternité. La respiration de Rodrigo était toujours laborieuse, mais elle a progressivement commencé à paraître moins forcée, moins désespérée. Qu'est-ce qui a provoqué la réaction, a demandé le premier ambulancier en regardant autour de lui. A-t-il mangé quelque chose? Un insecte l'a-t-il piqué? C'était une montre, ai-je dit en désignant les restes éparpillés sur le sol. Il portait cette montre. L'ambulancier s'est approché des fragments, a ramassé le bracelet en cuir avec une serviette pour ne pas le toucher directement. Il l'a examiné à la lumière. Il y a quelque chose à l'intérieur du bracelet. Quelque chose de métallique et brillant, a-t-il dit en le montrant à son partenaire. Du nickel, a demandé l'autre. On dirait, mais il y a autre chose. Une sorte de résine ou d'adhésif. Ce n'est pas accidentel. Les deux ambulanciers se sont regardés, puis ont regardé Rodrigo, puis nous. Nous devons emmener ceci à l'hôpital pour analyse, a dit le premier en mettant le bracelet dans un sac en plastique. Et la police voudra probablement vous parler. La police. Le mot est tombé comme une bombe dans la pièce. Elena s'est relevée d'un bond. Non, non, attendez. C'était un accident. Je ne savais pas qu'il allait porter la montre. Je ne savais pas, madame, calmez-vous, a dit l'ambulancier. Pour l'instant, notre priorité est de stabiliser le patient. À eux deux, ils ont soulevé Rodrigo et l'ont placé sur la civière. Il était encore conscient, mais à peine, ses yeux s'ouvraient et se fermaient lentement. Elena a essayé de s'approcher de la civière, mais je l'en ai empêché. Non, ai-je dit fermement. Tu en as fait assez. Elle m'a regardé avec un mélange de supplication et de désespoir. Roberto, s'il te plaît. C'est mon frère. Je dois y aller avec lui. Ton frère a failli mourir par ta faute. À cause de ce que tu avais prévu de me faire. Les invités encore présents dans la salle ont commencé à murmurer entre eux. Des phrases brisées, des questions chuchotées. Le scandale se propageait comme une traînée de poudre. Les ambulanciers ont emmené Rodrigo. Les portes de la salle se sont refermées derrière eux, et nous sommes tous restés là dans un silence pesant, entourés par les décorations de la fête qui semblaient maintenant être une mauvaise blague. Carla s'est approchée de moi. Roberto, qu'est-ce qui vient de se passer? Elena, vraiment. Je n'ai pas pu entendre la fin de sa question, car à ce moment-là, deux policiers sont entrés. L'un d'eux, un homme d'une quarantaine d'années à l'expression sérieuse, a balayé la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent sur moi. Qui est l'hôte de la fête, a-t-il demandé. C'est moi, ai-je répondu. Roberto Mendez. Les ambulanciers nous ont informés d'une possible agression avec intention de nuire. Nous allons avoir besoin que tout le monde reste ici le temps de prendre les dépositions. L'autre policier, plus jeune, a sorti un carnet. Elena était toujours debout à côté de moi, tremblante, pleurant silencieusement, et j'ai réalisé que notre vie, telle que nous la connaissions, venait de prendre fin. Le jeune policier a commencé à prendre les noms de toutes les personnes présentes. Son collègue, qui s'est présenté comme le sergent Agustin Moral, m'a fait signe de le suivre dans un coin isolé de la pièce. Monsieur Mendez, j'ai besoin que vous m'expliquiez exactement ce qui s'est passé ici, a-t-il dit en sortant son propre carnet. J'ai pris une grande inspiration. Je ne savais même pas par où commencer. Comment résumer une semaine d'insistance étrange? Comment expliquer que votre femme avait prévu de vous empoisonner à petit feu avec une montre? Ma femme m'a offert une montre il y a une semaine, ai-je commencé. Elle a insisté pendant des jours pour que je la porte aujourd'hui à la fête. Quelque chose m'a paru étrange, alors j'ai décidé de ne pas la mettre. Son frère l'a empruntée sans que personne ne le sache. Eh bien, vous avez vu ce qui est arrivé. Le sergent Moral écrivait rapidement. Pourquoi cela vous a-t-il paru étrange?
Sa façon d'insister n'était pas normale. C'était obsessionnel. Elle m'a posé des questions bizarres, si je transpirais beaucoup, si j'avais des allergies, et puis, quand elle a vu son frère avec la montre. Elle a paniqué. Elle a désespérément essayé de la lui enlever. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose clochait avec cette montre. Et votre femme a admis avoir trafiqué la montre? J'ai dégluti. J'ai regardé en direction d'Elena. Elle était toujours debout, entourée d'invités qui la regardaient avec un mélange de curiosité et de dégoût. Carla était allée lui parler, mais Elena ne répondait pas, fixant simplement le sol. Oui, ai-je finalement dit. Elle m'a dit qu'elle avait mis quelque chose sur le bracelet. Du nickel concentré mélangé à une résine synthétique. Elle savait que j'avais une légère allergie au métal et elle l'a aggravé. Dans quel but? C'était la question à laquelle je ne voulais pas répondre. La question qui rendait tout cela encore plus pathétique. Elle a des dettes. 200 000 $. Elle voulait que je fasse une grave réaction allergique pour pouvoir toucher mon assurance invalidité. 150 000 $. Le sergent Moral a arrêté d'écrire et m'a regardé directement. Vous êtes en train de me dire que votre femme a essayé de vous rendre invalide pour de l'argent? C'est exactement ce que je vous dis. Il a hoché la tête lentement. Je vais devoir lui parler. Pouvez-vous lui demander de venir? Je me suis dirigé vers Elena. Tous les yeux dans la pièce m'ont suivi. Le murmure des conversations a cessé alors que je me tenais devant elle. La police veut te parler, ai-je dit, la voix dénuée d'émotion. Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. Roberto, je ne veux pas entendre ça. Elena, tu en as assez dit. Vas-y avec l'agent. Elle s'est dirigée vers le sergent Moral d'un pas lent et traînant. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans au cours de la dernière heure. Carla s'est approchée de moi. Est-ce vrai? A-t-elle vraiment prévu de te blesser? Oui. Oh mon Dieu. Roberto, je n'arrive pas à y croire. Vous aviez l'air si normaux. J'ai ri sans humour. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Enrique nous a rejoints. Tu as besoin de quelque chose, mec? De l'eau? Tu veux t'asseoir? Ça va. Je veux juste que ça se termine. Mais ça n'allait pas se terminer de sitôt. Je le voyais à la façon dont le sergent Moral parlait à Elena, à la façon dont elle secouait la tête, et à la façon dont il désignait les restes de la montre qui était toujours sur le sol dans un sac à preuve que l'autre agent avait ramassé. 20 minutes ont passé, puis 30. Les invités ont commencé à partir. Certains ont dit au revoir avec des étreintes maladroites. D'autres se sont simplement éclipsés en silence. Personne ne savait quoi dire. Que dit-on lors d'une fête d'anniversaire qui se termine par une tentative de meurtre déjoué? Finalement, le sergent Moral est revenu vers moi. Elena est restée en arrière, maintenant assise sur une chaise avec l'autre policier à ses côtés. Monsieur Mendez, votre femme a admis avoir trafiqué la montre avec l'intention de vous faire du mal, a déclaré le sergent. Cela constitue une tentative de voie de fait grave. Nous allons devoir l'arrêter. Les mots sont restés suspendus dans l'air. L'arrêter? Ma femme allait être arrêtée. Et que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Vous devrez porter des accusations formelles si vous souhaitez engager des poursuites. De plus, Monsieur Rodrigo Vega, le frère de votre femme, peut porter plainte en tant que victime directe de l'agression. Savez-vous dans quel hôpital ils l'ont emmené? Non, ils sont partis il y a environ 40 minutes. Je vais me renseigner. En attendant, souhaitez-vous ajouter autre chose à votre déposition? J'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Les signes que j'avais ignorés, les moments où j'avais senti que quelque chose n'allait pas, mais où je m'étais convaincu que j'exagérais. Comment mon instinct m'avait sauvé la vie. Juste une chose, ai-je dit, je veux qu'il soit consigné que si j'avais porté cette montre comme elle le voulait, c'est moi qui serais à l'hôpital en ce moment. Ou pire. Le sergent a hoché la tête. Ce sera noté dans le rapport. Il s'est éloigné pour parler avec son partenaire. Je les ai vus se diriger vers Elena. Elle les a regardés s'approcher comme si elle assistait à sa propre exécution. Le jeune policier a sorti une paire de menottes. Madame Elena Vega de Mendez, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de voie de fait grave. Vous avez le droit de garder le silence.
Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens d'en payer un avocat vous sera commis d'office. Avez-vous compris vos droits? Elena a hoché la tête sans dire un mot. Les larmes ont recommencé à couler sur son visage pendant que le policier lui passait les menottes au poignet. Elle m'a regardé une dernière fois. Roberto, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Les policiers l'ont conduite vers la sortie. Elle marchait la tête baissée. Quelques-uns des derniers invités l'ont regardé passer. Leurs chuchotements ont rempli le silence. Tu as vu ça? Je n'arrive pas à y croire. Le pauvre homme. Et dire qu'ils avaient l'air si heureux. Les portes se sont refermées derrière eux et, soudain, je me suis retrouvé seul dans la pièce vide. Enfin, presque vide. Carla et Enrique étaient toujours là, me regardant avec inquiétude. On ne va pas te laisser seul, a dit Carla en s'approchant. Viens chez nous. Tu peux rester pour la nuit. Non, je dois aller à l'hôpital. Je dois voir comment va Rodrigo. Alors on t'y emmène, a dit Enrique. Tu ne devrais pas conduire dans cet état. Il avait raison. Mes mains tremblaient. Mon esprit était un chaos d'émotions contradictoires. La rage, la trahison, le soulagement d'y avoir échappé, la culpabilité parce que Rodrigo n'y avait pas échappé. Nous avons quitté la salle, laissant derrière nous les décorations, les tables avec la nourriture intacte, les coupes de champagne, une fête d'anniversaire transformée en scène de crime. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est fait en silence. Enrique conduisait. Carla était sur le siège passager, regardant par la fenêtre. J'étais à l'arrière, regardant les lumières de la ville défiler comme des taches floues. Comment en étions-nous arrivés là? À quel moment mon mariage était-il devenu ça? 12 ans. 12 ans à penser connaître la personne qui dormait à mes côtés. 12 ans à croire que nous partagions une vie. Et il s'avérait que pendant tout ce temps, elle se noyait dans des dettes secrètes, prévoyait de me faire du mal, utilisant ma confiance comme une arme. Nous sommes arrivés à l'hôpital général. Les lumières fluorescentes du service des urgences m'ont fait mal aux yeux. L'odeur de désinfectant m'a retourné l'estomac. Je suis allé au comptoir de la réception. Je cherche Rodrigo Vega. Il a été amené il y a environ 1 heure pour une réaction allergique sévère. La réceptionniste a vérifié sur son ordinateur. Oui, il est en salle d'observation. Êtes-vous de la famille? Je suis son beau-frère. Elle m'a donné un laissez-passer de visiteur et m'a indiqué le chemin. J'ai marché dans les couloirs blancs, suivant les panneaux jusqu'à ce que j'arrive dans une pièce avec plusieurs lits séparés par des rideaux. J'ai trouvé Rodrigo dans le 3e lit. Il était réveillé, branché à une perfusion. Son poignet était bandé. Son visage semblait encore enflé, mais beaucoup moins qu'avant. Il pouvait maintenant ouvrir complètement les yeux. Quand il m'a vu entrer, il a essayé de sourire. Beau-frère, sacrée fête, hein? Je me suis assis sur la chaise à côté de son lit. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer à quelqu'un que votre femme a failli le tuer par accident en essayant de vous tuer? Rodrigo, je ne sais même pas par où commencer. Il a levé sa bonne main pour m'arrêter. La police m'a déjà tout expliqué, ou du moins l'essentiel. Ma sœur est une psychopathe, apparemment. Je ne sais pas si elle est psychopathe, mais c'est certainement une femme désespérée qui a pris de terribles décisions. Rodrigo a laissé échapper un rire amer qui s'est terminé par une toux. De terribles décisions. Quelle façon élégante de dire qu'elle a essayé de t'empoisonner et qu'elle a fini par m'empoisonner moi. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Rodrigo. Si j'avais su. Tu n'avais aucun moyen de le savoir. C'est moi, l'idiot qui a pris la montre sans demander. Je pensais que tu avais oublié de la mettre. Je pensais te rendre service. Je me suis frotté le visage avec les mains. L'épuisement émotionnel commençait à me frapper. Comment te sens-tu? Comme si je m'étais fait renverser par un camion. Le médecin dit que j'ai fait une réaction anaphylactique sévère. Que si l'épinéphrine était arrivée 5 minutes plus tard, j'aurais pu mourir d'un arrêt respiratoire. Les mots m'ont frappé comme des coups de poing. 5 minutes. La différence entre la vie et la mort de Rodrigo n'avait tenu qu'à 5 minutes.
Les médecins ont analysé le bracelet de la montre, a poursuivi Rodrigo. Ils ont trouvé une très forte concentration de sel de nickel mélangé à un polymère adhésif. Apparemment, Elena a fait des recherches pour maximiser l'absorption cutanée. La chaleur corporelle et la sueur devaient activer la réaction. Plus on la portait longtemps, pire seraient les dégâts. Oh mon Dieu! Oui. Ma sœur est devenue une chimiste amateur pour essayer de ruiner ta vie, et elle a failli me tuer au passage. Es-tu en colère contre elle? Rodrigo m'a regardé avec ses yeux qui avaient encore une teinte rougeâtre à cause de l'enflure. En colère, Roberto? Je suis furieux, mais je suis aussi dévasté. C'est ma sœur. La petite fille avec qui j'ai grandi. Celle qui s'occupait de moi quand nos parents étaient au travail. Celle qui me défendait à l'école. Et maintenant? Maintenant c'est cette personne qui a prévu de faire du mal à quelqu'un pour de l'argent. Je ne sais pas comment digérer ça. Je ne sais pas non plus comment le digérer. Et j'ai été marié avec elle pendant 12 ans. Nous sommes restés silencieux un instant. Tout ce qu'on entendait, c'était le bip régulier des machines qui surveillaient ses fonctions vitales, et les conversations lointaines des infirmières dans le couloir. « Vas-tu porter plainte ?» a demandé Rodrigo. La police dit que je le peux. Tentative de voie de fait grave. Le feras-tu? Rodrigo a soupiré. Je ne sais pas techniquement, je suis la victime directe. C'est moi qui ai subi les dommages physiques. Mais c'est ma sœur. Comment pourrais-je lui faire ça? Rodrigo, elle a failli te tuer. Je sais. Crois-moi, je le sais. Chaque fois que je respire, je ressens encore une pression dans ma poitrine. Chaque fois que je regarde mon poignet bandé, je me rappelle la douleur. Mais elle reste ma sœur. Je comprenais son conflit. C'était le même conflit que je ressentais. 12 ans ne s'effacent pas facilement. 12 ans de souvenirs, de moments partagés, d'une vie construite ensemble. Comment concilier cela avec la trahison? Une infirmière est entrée pour vérifier la perfusion de Rodrigo. Comment vous sentez-vous, monsieur Vega? Mieux. Ma peau brûle encore, mais je peux respirer sans problème. C'est bon signe. Le docteur Fernanda passera d'ici peu pour vous évaluer à nouveau. Si tout va bien, vous pourrez probablement rentrer chez vous tôt demain, bien que vous devrez revenir pour les soins de la plaie et le suivi. L'infirmière est sortie. Rodrigo a ajusté prudemment sa position dans le lit. Tu sais ce qu'il y a de plus ironique dans tout ça, a-t-il dit. Il y a 3 mois, Elena m'a demandé de lui prêter $5000. Elle m'a dit que c'était pour rénover la cuisine, que tu ne voulais pas dépenser pour ça, mais qu'elle en avait vraiment besoin. Je lui ai donné l'argent sans hésiter. Quoi? Oui. Maintenant je comprends que c'était probablement pour payer un créancier ou pour acheter le matériel de cette montre empoisonnée. Qui sait? Le fait est que si elle m'avait dit la vérité sur ses dettes, je l'aurais aidée. Nos parents l'auraient aidée. Au lieu de cela, elle a décidé de planifier ça. Elle a dit qu'elle se sentait prise au piège, que je contrôlais tout l'argent, qu'elle ne pouvait pas me demander de l'aide. Et c'était vrai? La contrôlais-tu financièrement? La question m'a pris par surprise. Je ne pense pas. Nous avions des comptes séparés et un compte commun. Elle avait accès à la carte de crédit commune. Je ne lui refusais jamais d'argent pour des dépenses raisonnables, mais je vérifiais les relevés, parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Alors peut-être que ce n'était pas du contrôle. Peut-être que c'était de la responsabilité. Ou peut-être que c'était quelque chose entre les deux. Peut-être étais-je plus strict que je ne le pensais, et qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas me parler. Je ne sais pas, Rodrigo. Je ne sais plus rien. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Carla me demandant si j'allais bien. J'ai répondu que oui, que j'étais avec Rodrigo, et qu'on se verrait plus tard. Tes amis sont là, a demandé Rodrigo. Oui, ils m'ont amené. Je n'étais pas en état de conduire. De bons amis. Les meilleurs. Rodrigo a fermé les yeux un instant. Il semblait épuisé. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. À un moment quelconque de cette semaine, quand Elena insistait tant pour la montre, as-tu pensé qu'elle pouvait vouloir te faire du mal? Je l'ai pensé. Je l'ai vraiment pensé. Pas exactement. Je pensais que quelque chose n'allait pas,
que son comportement était étrange, mais je n'aurais jamais imaginé ça. Je suppose que j'ai cru qu'elle avait peut-être une liaison. Et que la montre faisait partie d'un plan pour que je sois beau sur des photos ou quelque chose comme ça, ou qu'elle se montrait contrôlante d'une nouvelle manière, mais une tentative de meurtre. Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et qu'est-ce qui t'a décidé à ne pas la porter? L'instinct pur. Ce matin-là, au moment où j'allais la mettre, quelque chose dans mon ventre m'a dit de ne pas le faire. Ce n'était pas rationnel. C'était viscéral. Comme quand on sait qu'on ne devrait pas entrer dans un endroit, mais qu'on ne sait pas pourquoi. Ton instinct t'a sauvé la vie. Oui. Et il a mis la tienne en danger. Si j'avais porté la montre comme c'était prévu. Ne fais pas ça, m'a interrompu Rodrigo. Ne te blâme pas pour ma décision de la prendre. Je suis un adulte. J'ai vu une montre, je l'ai empruntée. Les conséquences sont de la responsabilité d'Elena, pas de la tienne. J'ai hoché la tête, bien que la culpabilité soit toujours là, lourde dans ma poitrine. Le docteur Fernanda est entré à ce moment-là. C'était une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux attachés, à l'expression sérieuse mais bienveillante. Monsieur Vega, je vois que vous êtes réveillé et que vous parlez. C'est excellent. Puis-je vérifier votre poignet? Rodrigo a tendu le bras. Le médecin a retiré délicatement le pansement. La peau en dessous était rouge, avec des marques qui ressemblaient à des brûlures chimiques. Certaines zones présentaient des croûtes là où les cloques avaient éclaté. Ça guérit bien compte tenu de la gravité de l'exposition. Je vais vous prescrire une crème avec des corticostéroïdes et des antibiotiques pour prévenir l'infection. Également des antihistaminiques pour réduire l'inflammation systémique. Ne vous grattez pas. Même si ça démange. Ça ne ferait qu'aggraver les cicatrices. Des cicatrices, a demandé Rodrigo. Il est probable qu'il y aura des marques permanentes. La réaction a été très agressive. Le nickel à cette concentration a provoqué une nécrose superficielle à certains endroits, mais avec un traitement approprié, elle devrait s'estomper avec le temps. Rodrigo a regardé son poignet. Super. Un rappel permanent de la fois où ma sœur a essayé de tuer mon beau-frère et m'a eu au passage. Le médecin n'a rien dit, mais son expression montrait qu'elle avait déjà été informée des circonstances. Je veux que vous reveniez dans 3 jours pour un contrôle, a poursuivi le médecin. Si vous remarquez le moindre signe d'infection, rougeur qui s'étend, pus, fièvre, venez immédiatement aux urgences. Compris. C'est noté. Le médecin s'est tourné vers moi. Êtes-vous le mari de la personne qui a trafiqué l'objet? La question m'a décontenancé. Oui, je suis Roberto. Les inspecteurs voudront vous parler également. Ils ont laissé leur carte à la réception. C'est maintenant une enquête criminelle active. Je sais. J'ai déjà parlé à la police sur les lieux. Bien. Prenez soin de vous, et reposez-vous, monsieur Vega. Votre corps vient de subir un grave traumatisme. Elle est partie, nous laissant de nouveau seuls. Une enquête criminelle active, a répété Rodrigo. Ma sœur va aller en prison, n'est-ce pas? Probablement. Selon si nous portons plainte, comment elle plaide, plein de choses. Veux-tu qu'elle aille en prison? Je ne savais pas comment répondre. Une part de moi voulait que justice soit faite. Je voulais qu'elle paie pour ce qu'elle avait fait, pour la trahison, pour le danger, pour avoir failli tuer son propre frère. Mais une autre part de moi, la part qui se souvenait encore de 12 ans de rire, de scènes et de films sur le canapé, cette part-là ne voulait pas la voir détruite. Je ne sais pas, ai-je fini par avouer. Je ne sais pas ce que je veux. J'ai quitté l'hôpital vers 23 heures. Carla et Enrique m'attendaient dans la salle d'attente. Ils se sont levés dès qu'ils m'ont vu. Comment va Rodrigo? A demandé Carla. Mieux. Il aura des cicatrices, mais il s'en sortira. Il le laisse sortir demain. Et toi, comment vas-tu? A demandé Enrique. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être dans un film. Comme si ça ne pouvait pas être réel. C'est compréhensible. Tu veux qu'on te ramène chez toi? Chez moi? La maison que je partageais avec Elena? La maison où elle avait planifié tout ça. La maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Je ne veux pas y aller pour l'instant. Pouvez-vous m'emmener dans un hôtel? N'y pense même pas, a dit Carla en me prenant le bras.
Tu viens chez nous. Nous avons une chambre d'amis. Tu ne vas pas rester seul ce soir. Je n'avais pas l'énergie de discuter. J'ai hoché la tête et je les ai suivis sur le parking. Le trajet a de nouveau été silencieux. Je regardais par la fenêtre, observant la ville la nuit, les couples marchant main dans la main, les familles quittant les restaurants, les gens vivant des vies normales, alors que la mienne s'effondrait. Nous sommes arrivés chez Carla et Enrique. Une maison chaleureuse dans un quartier calme. Nous sommes entrés et Carla est immédiatement allée préparer la chambre d'amis pendant qu'Enrique me servait un whisky. Tiens, tu en as besoin. Merci. Je me suis assis sur le canapé et j'ai pris une longue gorgée. Le liquide m'a brûlé la gorge, et ça a fait du bien. Ça m'a rappelé que j'étais encore en vie, que je pouvais encore ressentir quelque chose. Enrique s'est assis en face de moi. As-tu besoin de parler ou préfères-tu le silence? Je ne sais pas ce dont j'ai besoin. C'est d'accord. Quoi qu'il te faille, on est là. Carla est revenue avec des draps propres. La chambre est prête. As-tu faim? Tu veux que je te prépare quelque chose? Non, je ne pourrais rien avaler en ce moment. Au moins de l'eau. Tu dois t'hydrater. Elle m'a apporté un grand verre d'eau. Je l'ai bu d'un trait sans réaliser à quel point j'avais soif. Qu'a dit la police? Que va-t-il se passer maintenant? A demandé Carla en s'asseyant à côté de moi. Ils ont arrêté Elena. Elle est en garde à vue. Demain ou après-demain, il y aura une audience. Tout dépend de si Rodrigo et moi portons formellement plainte. Y a-t-il un doute sur le fait que tu devrais le faire? A demandé Enrique. Elle a essayé de t'empoisonner. Elle a failli tuer son propre frère. Je sais, mais c'est compliqué. Compliqué, Roberto? Elle aurait pu te tuer. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. 12 ans, Enrique. 12 ans de mariage. Je ne peux pas juste éteindre ça comme un interrupteur. Carla a posé sa main sur la mienne. Personne ne s'attend à ce que tu le fasses, mais tu ne peux pas non plus laisser la culpabilité ou la nostalgie t'empêcher de faire ce qu'il faut. Elena a fait des choix terribles, et ces choix ont des conséquences. Elle a dit qu'elle se sentait prise au piège, que je la contrôlais. Et ça justifie d'essayer de te rendre invalide pour l'argent de l'assurance, a demandé Enrique. Roberto, écoute-toi. Tu cherches des raisons pour l'excuser. Je ne l'excuse pas. J'essaie juste de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Tu en es arrivé là parce qu'elle a choisi de mentir au lieu de demander de l'aide. Elle a choisi de te blesser au lieu d'être honnête. C'est ça la réalité. Je savais qu'Enrique avait raison. Je le savais dans ma tête, mais mon cœur était encore en train de digérer la trahison. Je n'arrivais toujours pas à accepter complètement que la femme avec qui j'avais partagé ma vie ait voulu me détruire. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. Allô, monsieur Roberto Mendez? C'était une voix de femme, professionnelle. Oui, c'est moi. Je suis l'agent Teresa Ruiz de la division des enquêtes criminelles. J'ai besoin que vous veniez au poste demain pour une déclaration formelle. Pouvez-vous y être à 10 heures du matin? Oui, je peux. Excellent. Apportez tout document relatif à l'assurance vie que vous avez mentionné. Nous aurons également besoin d'accéder à vos comptes bancaires et à vos cartes de crédit pour vérifier les dettes de votre femme. Puis-je vous demander ce qu'il va advenir d'Elena? Il y a eu un silence. Elle est en garde à vue. Elle sera présentée au juge demain. Le procureur envisage plusieurs chefs d'accusation, y compris tentative de meurtre avec circonstances aggravantes, en fonction des résultats complets de l'analyse toxicologique. Tentative de meurtre. Les mots sonnaient si graves, si définitifs. Combien de temps risque-t-elle? Si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, nous pourrions parler de 10 à 20 ans. Mais cela dépendra du procureur et de si elle accepte un accord de plaider coupable. 20 ans. Elena pourrait passer 20 ans en prison. Je comprends. Je serai là demain à 10 heures. Merci, monsieur Mendez. Bonne nuit. J'ai raccroché et j'ai regardé Carla et Enrique. Tentative de meurtre avec circonstances aggravantes. Jusqu'à 20 ans de prison. Oh mon Dieu, a chuchoté Carla. Elle l'a fait, Roberto, a dit Enrique. Elle a choisi cette voie. Je sais,
Mais le savoir ne rend pas les choses moins douloureuses. J'ai fini mon whisky d'un trait. La chaleur de l'alcool s'est répandue dans mon corps, mais elle n'a pas pu réchauffer le froid que je ressentais à l'intérieur. Tu devrais te reposer, a dit Carla. Ça a été une journée horrible. Tu as besoin de dormir. Je ne pense pas que je puisse dormir. Essaie au moins. La chambre est prête. Il y a des vêtements propres d'Enrique. Tu peux utiliser les serviettes dans la salle de bain. Ce qu'il te faut. Je me suis levé du canapé. Mes jambes pesaient une tonne. Merci pour tout. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. C'est à ça que servent les amis, a dit Enrique en me serrant dans ses bras. On sera là aussi longtemps que tu en auras besoin. Je suis monté dans la chambre d'amis. Elle était petite mais chaleureuse. Un lit propre, des rideaux clairs, une lampe sur la table de chevet. Je me suis assis sur le lit et j'ai enlevé mes chaussures. Mon costume sentait encore l'eau de Cologne que j'avais acheté spécialement pour ce soir. Une nuit qui devait être une célébration, 12 ans ensemble. Et maintenant, tout s'était terminé de la pire façon possible. Je me suis changé avec les vêtements que Carla avait laissés. Je me suis glissé sous les couvertures. J'ai éteint la lumière. Dans l'obscurité, tout semblait plus lourd. Les pensées arrivaient par vagues. Des souvenirs d'Elena souriant, d'Elena riant, d'Elena dormant à mes côtés. Toutes ces images désormais souillées par ce qu'elle avait fait. À quel moment est-elle devenue quelqu'un de capable de faire ça? Ou avait-elle toujours été comme ça? Et je ne l'avais simplement pas vue. Combien y avait-il d'autres mensonges? Combien d'autres dettes? Combien d'autres secrets? Mon téléphone a vibré. Un autre message, cette fois d'un numéro que je reconnaissais. Les parents d'Elena. Roberto, nous avons appris ce qui s'est passé. Nous ne savons pas quoi dire. Nous sommes dévastés. Rodrigo, est-ce qu'il va bien? Et toi, est-ce que ça va? Nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi leur dire. Comment annonce-t-on aux parents de sa femme que leur fille a essayé de vous tuer? Un autre message est arrivé. Celui-ci de ma mère. Mon fils, Carla m'a tout raconté. J'arrive demain par le premier vol. Ne reste pas seul. Je t'aime. Au moins j'avais ça. J'avais des gens qui m'aimaient. Des gens qui ne m'avaient pas trahi. J'ai fermé les yeux, essayant de dormir, mais à chaque fois que je le faisais, je revoyais le visage d'Elena quand elle avait vu Rodrigo avec la montre. Ce moment de panique absolue. Ce moment où elle a réalisé que son plan avait terriblement mal tourné. Avait-elle peur pour son frère, ou simplement peur d'être découverte? M'avait-elle jamais vraiment aimé, ou n'étais-je qu'un moyen de parvenir à ses fins? Ces questions me consumaient. Je me suis retourné dans le lit, regardant l'horloge toutes les quelques minutes, minuit, 1h du matin, 2h du matin. Finalement, vers 3h, l'épuisement l'a emporté. Je me suis endormi et j'ai rêvé de montres. Des milliers de montres, toutes faisant tic-tac à des rythmes différents, toutes sonnant en même temps. Et au milieu d'elles, Elena, souriante, me demandant encore et encore, vas-tu mettre la montre? Vas-tu mettre la montre? Je me suis réveillé en sursaut à 6h du matin, en sueur. Mon cœur battant la chamade. La lumière de l'aube entrait par la fenêtre. C'était dimanche, le lendemain de ce qui aurait dû être la meilleure nuit de notre anniversaire. Et au lieu de cela, c'était le jour où j'allais devoir décider si j'enverrais ma femme en prison. Je me suis levé, j'ai pris une longue douche avec de l'eau presque brûlante, comme si je pouvais laver tout ce qui s'était passé. Comme si je pouvais remonter le temps. Mais je ne le pouvais pas. Le temps ne faisait qu'avancer, et je devais avancer avec lui. Je suis descendu. Carla était déjà réveillée et préparait du café. Bonjour. As-tu réussi à dormir? Un peu. J'ai fait du café fort, et il y a du pain pour faire des toasts. Si tu veux juste du café, c'est très bien aussi. Elle m'a versé une tasse. Je l'ai pris noir. Sans sucre. J'avais besoin du coup de fouet de la caféine. À quelle heure dois-tu aller au poste? À 10h. Enrique peut t'y emmener si tu veux. J'apprécierais. Nous sommes restés assis en silence un instant, buvant notre café, regardant le soleil finir de se lever. Sais-tu déjà ce que tu vas faire? A demandé doucement Carla.
Non, mais je suppose que je vais devoir me décider bientôt. Je suis arrivé au poste de police à 10 heures pile. Enrique m'a déposé à l'entrée avec une table de soutien sur l'épaule et la promesse de m'attendre dehors. L'agent Teresa Ruiz m'a accueilli dans le hall. C'était une femme d'environ 35 ans, aux cheveux courts, au regard perçant, le genre de personne à qui aucun détail n'échappe. Monsieur Mendez, merci d'être venu. Suivez-moi, s'il vous plaît. Elle m'a conduit à travers un long couloir jusqu'à une salle d'interrogatoire, ou du moins, cela y ressemblait. Des murs gris, une table en métal, un dictaphone dans le coin. Asseyez-vous. Voulez-vous de l'eau ou du café? De l'eau, ça ira. Elle est sortie et est revenue avec une bouteille d'eau. Elle s'est assise en face de moi et a ouvert un dossier plein de documents. Je vais enregistrer cette conversation pour le dossier. Êtes-vous d'accord? Oui. Elle a appuyé sur un bouton du dictaphone. Dimanche 3 février, 10h05. Monsieur Roberto Mendez est présent pour une déclaration formelle concernant l'affaire numéro 2457. Monsieur Mendez, pouvez-vous confirmer votre relation avec l'accusée, Elena Vega Mendez? C'est ma femme. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Et pouvez-vous décrire les événements qui ont conduit à l'incident de la nuit dernière? J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à raconter toute l'histoire à nouveau. Depuis le cadeau de la montre jusqu'aux questions étranges d'Elena, de ma décision de ne pas la porter jusqu'au moment où Rodrigo est entré dans la pièce avec. Chaque détail, chaque conversation, chaque sentiment que quelque chose clochait. L'agent Ruiz prenait des notes en écoutant. De temps en temps, elle m'interrompait pour poser des questions précises. À un moment quelconque de cette semaine-là, Elena a-t-elle mentionné explicitement l'assurance vie? Pas directement, mais il y a 3 mois, elle m'a demandé de signer des papiers. Elle a dit que c'était une mise à jour de notre assurance. Je lui ai fait confiance et j'ai signé sans les lire complètement. Maintenant, je comprends qu'elle a probablement augmenté la couverture invalidité. Nous aurons besoin de copies de cette police. Je peux vous les obtenir. Elena avait-elle accès à vos comptes bancaires? Nous avions des comptes séparés et un compte commun. Elle avait une carte de débit pour le compte commun. J'y déposais de l'argent tous les mois pour les dépenses de la maison. Combien? $2000 par mois. Et elle n'a jamais mentionné de problème financier? Jamais. Si elle en avait, elle les a parfaitement cachés. L'agent Ruiz a sorti plusieurs papiers de son dossier et les a fait glisser vers moi. C'étaient des relevés bancaires, des cartes de crédit au nom d'Elena que je n'avais jamais vues. Nous les avons trouvées pendant l'enquête préliminaire. 5 cartes de crédit différentes, toutes au plafond. La dette totale est de $214 000. J'ai regardé les chiffres, les dates, les frais. Des vêtements, des restaurants, des spas, des voyages que nous n'avions jamais faits ensemble, de l'argent dépensé pour des choses que je n'avais jamais vues. Comment était-il possible qu'elle ait accumulé autant sans que je m'en aperçoive? Les cartes sont uniquement à son nom. Les relevés allaient dans une boîte postale qu'elle avait louée spécialement pour ça. C'était très délibéré, Monsieur Mendez. Elle s'est assurée que vous n'auriez aucun moyen de le découvrir. Je me sentais comme un idiot. Comment n'avais-je rien remarqué? Comment avais-je pu vivre avec quelqu'un pendant 12 ans sans voir les signes? Nous avons également trouvé ceci dans son historique de recherche. L'agent Ruiz m'a montré des captures d'écran de son ordinateur, des recherches Google, comment aggraver une réaction allergique au nickel, symptômes d'intoxication aux métaux, temps d'absorption cutanée des sels métalliques. Police d'assurance vie qui couvre l'invalidité permanente. C'était réel. Tout était réel. Elena avait cherché, planifié, calculé chaque détail. Les recherches ont commencé il y a 4 mois, a poursuivi l'agent, juste après qu'elle vous a fait signer les papiers d'augmentation de l'assurance. Ce n'était pas une impulsion. C'était prémédité. À quel point est-ce grave sur le plan légal? Très grave. Le procureur envisage de multiples chefs d'accusation. Tentative de meurtre avec circonstances aggravantes, fraude à l'assurance, administration d'une substance nocive avec intention de causer des lésions corporelles graves. Voie de fait grave contre son frère. Si elle est reconnue coupable de tout, nous parlons facilement de 15 à 25 ans de prison. 25 ans. Elena aurait 70 ans à sa sortie. Et si elle accepte un accord de plaider coupable, ça dépend de ce qu'elle est prête à admettre et si vous, en tant que victime,
être prêt à accepter un accord. Mais même dans le meilleur des cas pour elle, on parle d'un minimum de 5 à 7 ans. A-t-elle dit quelque chose? A-t-elle plaidé? Son avocat lui a conseillé de ne pas parler. Mais à l'audience de ce matin, elle a plaidé non coupable. Non coupable? Mais elle a tout avoué hier soir. Les aveux sous stress émotionnel sont compliqués. Son avocat peut faire valoir qu'elle était en état de choc. Qu'elle n'avait pas compris ses droits, qu'elle a été contrainte. C'est pourquoi nous avons besoin de votre déclaration formelle, et nous devons savoir si vous allez porter plainte. C'était la question que j'évitais. Et si je ne porte pas plainte? L'État peut toujours engager des poursuites en se basant sur les accusations de Rodrigo Vega, qui a été directement blessé, mais votre témoignage en tant que victime visée rendrait le dossier beaucoup plus solide. Sans vous, l'avocat d'Elena peut arguer que c'était un accident. Qu'elle n'avait aucune intention de faire du mal à son frère, que la montre était un cadeau mal conçu sans intention criminelle. Mais nous avons son historique de recherche, les cartes de crédit, l'assurance. Des preuves circonstancielles. Un bon avocat peut créer un doute raisonnable. Ils peuvent dire qu'elle faisait des recherches par curiosité, que les dettes ne prouvent pas l'intention criminelle. Que l'assurance était une décision financière normale. Sans votre témoignage disant qu'elle a admis que la montre était spécifiquement pour vous, le dossier s'affaiblit. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration. J'ai senti le poids de la décision m'écraser. Puis-je y réfléchir? Vous avez 24 heures. Passé ce délai, le procureur a besoin d'une réponse pour procéder à une inculpation formelle. Je comprends. Il y a autre chose que vous devez savoir. L'agent Ruiz a sorti un autre document. Nous avons trouvé des emails entre Elena et un homme nommé Arturo Delgado. Des messages qui suggèrent une relation. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Une liaison. Les messages sont ambigus. Mais il y a des références à des projets futurs, à quand tout cela sera terminé, à un nouveau départ. Il était au courant du plan? Nous enquêtons toujours, mais c'est possible. Ou du moins, il savait qu'elle voulait quitter ce mariage et avait besoin d'argent pour le faire. Une liaison par-dessus tout le reste. Il y avait une autre personne, quelqu'un d'autre qui savait, quelqu'un qui l'a peut-être encouragé, qui l'a peut-être aidé. Qui est-ce? Un collègue d'Elena. Il travaille dans la même entreprise, 32 ans, célibataire. Nous le recherchons déjà pour l'interroger. Oh mon Dieu. Je suis désolé, monsieur Mendez. Je sais que ça fait beaucoup à encaisser. Beaucoup. C'était un putain de tsunami d'informations. Chaque révélation était pire que la précédente. Autre chose que je devrais savoir? Pas pour le moment, mais l'enquête se poursuit. Si nous trouvons autre chose, nous vous contacterons. Elle s'est levée. J'ai fait de même, bien que mes jambes me portaient à peine. Encore une chose, a dit l'agent Ruiz avant que je parte. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Elena n'a pas fait d'erreur. Elle n'a pas agi sur un coup de tête. Cela a été calculé, planifié, exécuté avec précision. Si vous aviez porté cette montre, vous pourriez être à l'hôpital en ce moment. Ou pire. Ne laissez pas la culpabilité ou la nostalgie troubler cela. Je le sais, vraiment. Parce que j'ai vu beaucoup de cas comme celui-ci. Des victimes qui protègent leurs agresseurs parce qu'elles ne peuvent pas accepter que quelqu'un qu'elles aimaient les ait intentionnellement blessées. Ne soyez pas l'une de ces victimes, monsieur Mendez. J'ai quitté le poste avec l'impression que le monde tournait autour de moi. Enrique m'a vu et a couru vers moi. Comment ça s'est passé? Ça va? Non, ça ne va pas, Enrique. Il y avait une autre personne. Elena avait une liaison. Quoi? Je lui ai tout raconté en marchant vers la voiture. Les emails, Arturo Delgado, les projets de nouveau départ. 7. A commencé Enrique, mais il s'est arrêté. Je suis désolé. Je sais que c'est toujours ta femme. Plus maintenant. Je ne sais plus qui est cette personne. L'Elena que je connaissais n'aurait jamais fait ça. Ou peut-être que si. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment connue. Nous sommes montés dans la voiture. Enrique a conduit en silence pendant un moment. Vas-tu porter plainte? A-t-il fini par demander. Je ne sais pas.
L'agent Ruiz dit que sans mon témoignage, le dossier s'affaiblit. Elena pourrait obtenir une peine plus légère ou même être déclarée non coupable. Et tu laisserais faire ça? Je ne veux pas être responsable d'envoyer quelqu'un en prison pour 25 ans. Elle voulait être responsable de te rendre invalide à vie ou de te tuer. Ne t'y trompe pas Roberto, si cette montre avait fait ce qu'elle espérait, tu ne serais pas là pour avoir cette conversation. Il avait raison. Je le savais. Mais quand même. Je dois parler à Rodrigo. Je dois savoir ce qu'il va faire. Alors allons à l'hôpital. Rodrigo était sur le point d'être autorisé à sortir quand nous sommes arrivés. Une infirmière lui expliquait comment appliquer la crème sur son poignet pendant qu'il hochait la tête d'un air distrait. Quand il m'a vu entrer, son expression s'est un peu éclairée. Beau-frère, juste à temps. Il me laisse sortir. Comment te sens-tu? Comme si j'avais été percuté par un train, mais mieux qu'hier soir. L'infirmière a terminé ses instructions et est partie. Rodrigo a enfilé sa chemise prudemment, en évitant de trop bouger son bras blessé. Je dois te parler, ai-je dit. Moi aussi. Tu veux qu'on aille quelque part où on parle ici? Ici, c'est bien. Enrique s'est excusé et est sorti pour nous donner de l'intimité. Rodrigo s'est assis sur le lit d'hôpital, et je me suis assis sur la chaise à côté. Je suis allé au poste de police ce matin. J'ai commencé à faire ma déclaration formelle, et l'agent en charge m'a montré beaucoup de choses. Des relevés de cartes de crédit qu'Elena avait cachés, son historique de recherche sur Internet planifiant tout ça, et autre chose. Quoi d'autre? Elena avait une liaison avec un type nommé Arturo Delgado. Il y a des emails entre parlant de projets futurs, de recommencer à zéro quand tout serait fini. Rodrigo est resté silencieux un instant, puis il a laissé échapper un rire amer. Bien sûr qu'il y avait un autre type. Bien sûr, parce qu'empoisonner son mari pour l'argent de l'assurance n'était pas suffisant. Il fallait aussi qu'il y ait de l'infidélité. Je suis désolé. Je sais que c'est ta sœur. Ma sœur a cessé d'exister pour moi au moment où j'ai vu ce qu'elle a fait à mon poignet. Ce qu'elle t'aurait fait si on ne m'avait pas injecté de l'épinéphrine à temps. Il a regardé son bandage. Sais-tu ce que le médecin m'a dit ce matin? Que si la réaction avait duré 10 minutes de plus, ma gorge se serait complètement fermée et je serais mort étouffé. C'est ça la réalité, Roberto. Ta femme, ma sœur, a failli me tuer. Je sais. Alors, pourquoi sembles-tu si partagé à l'idée de porter plainte? Parce que c'était 12 ans de ma vie. Parce que je ne peux pas simplement effacer tout ça comme si ça n'avait jamais existé. Personne ne te demande de l'effacer. On te demande d'accepter ce qui s'est passé et d'agir en conséquence. Vas-tu porter plainte? Rodrigo m'a regardé intensément. Je l'ai déjà fait. Ce matin, j'ai appelé l'agent Ruiz depuis l'hôpital et je lui ai dit que je voulais qu'Elena assume toutes les conséquences de ses actes. Tu as déjà décidé. Ça a été facile de décider quand je me suis réveillé à 4 heures du matin sans pouvoir respirer correctement. Quand je me suis regardé dans le miroir et que j'ai vu que j'étais encore enflé. Quand j'ai changé le pansement et que j'ai vu les marques qui resteront probablement avec moi pour toujours. Sa voix s'est un peu brisée. Elle a fait ça, Roberto, et elle te l'aurait fait sans aucun remords. Alors, pourquoi devrions-nous la protéger? Je ne sais pas si c'est pour la protéger, ou juste pour ne pas être la personne qui l'a détruit. Elle s'est détruite toute seule. Tu décides juste si tu vas laisser les conséquences s'appliquer ou non. Je me suis frotté le visage avec les mains. J'étais épuisé. Physiquement et émotionnellement épuisé. L'agent Ruiz dit que sans mon témoignage, le dossier s'affaiblit. Que Elena pourrait prétendre que c'était un accident, qu'elle n'avait aucune intention criminelle. Et tu vas la laisser s'en tirer comme ça? Je ne sais pas, Rodrigo. Honnêtement, je ne sais pas. Rodrigo s'est levé du lit, s'est approché de moi et a posé sa bonne main sur mon épaule. Je vais te dire quelque chose, et je veux que tu m'écoutes bien. Je t'apprécie. Tu as été un bon beau-frère pendant toutes ces années. Tu m'as toujours traité avec respect. Tu as toujours été gentil avec ma famille. Mais si tu décides de ne pas porter plainte, si tu décides de protéger Elena après tout ça, je vais perdre tout le respect que j'ai pour toi. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Ce n'est pas juste de me faire porter ce fardeau. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste?
Que j'ai failli mourir à cause d'un plan qui ne m'était même pas destiné. Que je dois vivre avec ces cicatrices parce que ma sœur a décidé que l'argent était plus important que la vie de son mari. Ça, ce n'est pas juste, Roberto. Tu as raison. Je suis désolé. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux que tu fasses ce qu'il faut. Il a quitté la chambre, me laissant seul avec mes pensées. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital. Le ciel était gris. On aurait dit qu'il allait pleuvoir. Mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Roberto, c'est Elena. Laisse-moi passer un appel, j'ai demandé à une amie de t'envoyer ça. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de tout expliquer. Rien n'était comme il y paraît. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, viens me voir. J'ai lu le message 3 fois. Chaque mot me mettait plus en colère. Rien n'était comme il y paraît. Comment cela pourrait-il être autrement? Elle avait prévu de me faire du mal, avait fait des recherches sur la façon de le faire, avait caché des dettes, avait eu une liaison. Quelle partie de tout ça n'était pas comme il y paraissait? Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Si c'était ça l'amour, je préférais être détesté. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. J'ai quitté la chambre. Enrique était dans le couloir au téléphone. Quand il m'a vu, il a raccroché. Tout va bien? Non, rien ne va bien. Mais je crois que je sais enfin ce que j'ai à faire. C'est-à-dire? Je vais porter plainte. Je vais témoigner. Je vais m'assurer qu'Elena fasse face à ce qu'elle a fait. Enrique a hoché la tête. Je pense que c'est la bonne décision. Ça n'en a pas l'air. C'est horrible, mais c'est ce qu'il faut faire. J'ai appelé l'agent Ruiz depuis le parking de l'hôpital. Agent Ruiz, c'est Roberto Mendez. Monsieur Mendez, avez-vous pris une décision? Oui. Je vais porter plainte. Je veux témoigner. Je veux qu'Elena assume toutes les conséquences. Compris. Je vais en informer le procureur. Il vous contactera pour préparer le dossier. Quand aura lieu le procès? Ça dépend de nombreux facteurs. Si Elena accepte un accord de plaider coupable, ça pourrait être dans quelques semaines. S'il y a un procès complet, on pourrait parler de moi. Et en attendant, elle restera en détention. Le juge a refusé la libération sous caution ce matin, la considérant comme un risque de fuite étant donné la tentative de fraude à l'assurance. Bien. Êtes-vous sûr de vous, monsieur Mendez? Une fois que nous aurons déposé les accusations formelles, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr. Parfait. Je vous enverrai un email avec les prochaines étapes. Et monsieur Mendez? Oui, vous faites ce qu'il faut. Je sais que vous ne le ressentez pas comme ça maintenant, mais vous le faites. J'ai raccroché. J'ai pris une grande inspiration. C'était comme si j'avais traversé un pont et que je l'avais brûlé derrière moi. Il n'y avait pas de retour en arrière. Enrique m'a ramené chez lui. Carla nous attendait avec un repas chaud. Tu dois manger quelque chose, a-t-elle insisté. Tu n'as rien avalé depuis hier. J'ai essayé de manger, mais tout avait le goût de carton. J'ai réussi à finir la moitié d'un sandwich avant d'abandonner. Tu l'as déjà dit à ta famille, a demandé Carla. Ma mère arrive demain. Mes frères sont déjà au courant. Ils sont tous sous le choc. Et les parents d'Elena? Je ne leur ai pas parlé. Je ne sais pas quoi leur dire. Tu devras bien le faire un jour. Je sais, mais pas aujourd'hui. J'en ai eu assez pour aujourd'hui. Mon téléphone a sonné. C'était l'avocate de l'assurance. Monsieur Mendez, je suis Gail Contrera, représentante légale de votre compagnie d'assurance. Nous avons été informés de ce qui s'est passé et je dois vous informer que votre police est en cours de révision pour fraude possible. Vous comprenez? Nous avons également besoin d'une copie du rapport de police et de tout document lié à l'affaire criminelle. Je vous les ferai parvenir. Encore une chose, étant donné la nature de cet incident, nous vous recommandons d'envisager un divorce immédiat. Tant que vous restez marié à Madame Elena, elle a techniquement des droits sur toute indemnité d'assurance. Le divorce. Un autre mot que je n'aurais jamais pensé voir s'appliquer à ma vie.
Pouvez-vous me recommander un avocat? Je vous enverrai quelques noms par email. Merci. J'ai raccroché et j'ai regardé Carla et Enrique. Je dois divorcer. Je dois engager un avocat. Je dois témoigner dans un procès. Je dois reconstruire toute ma vie. Une chose à la fois, a dit Carla. Tu n'as pas à tout faire aujourd'hui. Quand alors? Demain, après-demain, à un moment donné, je vais devoir affronter tout ça. Et tu le feras, mais tu n'as pas à le faire seul. Elle avait raison. Je n'étais pas seul. J'avais des amis. J'avais de la famille. J'avais des gens qui me soutenaient. Mais quand même, au fond de moi, je me sentais complètement seul, car la personne qui était censée être à mes côtés, la personne qui avait promis de m'aimer pour le meilleur et pour le pire, avait été celle qui avait essayé de me détruire. Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'amis, j'ai repensé à toutes les fois où Elena m'avait dit « Je t'aime ». Combien de ces fois étaient un mensonge? Avait-elle cessé d'être sincère? Ou peut-être ne l'avait-elle jamais été? Peut-être que je n'avais vu que ce que je voulais voir. J'ai fermé les yeux. Demain, ma mère viendrait. Demain, je parlerai à des avocats. Demain, je commencerai le processus pour défaire 12 ans de ma vie. Mais ce soir, je voulais juste oublier. Je voulais juste que tout cela soit un cauchemar dont je pourrais me réveiller. Ça ne l'était pas, et j'allais devoir vivre avec ça. 6 mois plus tard, je me tenais devant le palais de justice. Le procès était terminé. Le verdict était tombé. Elena avait été reconnue coupable de tentative de meurtre avec circonstances aggravantes, de fraude à l'assurance, et d'administration d'une substance nocive avec intention de causer des lésions corporelles graves. La sentence, 18 ans de prison. 18 ans. Rodrigo était à mes côtés. Son poignet avait guéri, bien que les cicatrices soient restées. Des marques permanentes de ce que sa propre sœur lui avait fait. « Comment te sens-tu » m'a-t-il demandé. Je ne sais pas, vide, je suppose. Pendant le procès, toute la vérité avait éclaté au grand jour. Les dettes qu'Elena avait accumulées par des achats compulsifs, la liaison avec Arturo Delgado, qui s'est avéré être au courant du plan mais n'a rien fait pour l'arrêter. Les recherches sur Internet montrant des mois de planification minutieuse, les messages où elle disait à Arturo « Bientôt nous serons libres. J'ai juste besoin que ça marche. » Elena a essayé de faire valoir qu'elle n'avait jamais voulu me tuer. Qu'elle voulait seulement provoquer une forte réaction allergique. Mais les experts ont témoigné que la concentration de nickel qu'elle avait utilisée aurait pu provoquer une défaillance de plusieurs organes, que si j'avais porté cette montre pendant toute la fête, comme elle l'espérait, je serais probablement mort. Son avocat a essayé de plaider le trouble mental, la dépression, l'anxiété financière, mais le jury n'y a pas cru. Les preuves étaient trop claires, trop préméditées. Quand le juge a lu la sentence, Elena a pleuré. Elle m'a regardé à travers la salle d'audience avec ses yeux que j'aimais autrefois, et a dit « Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Roberto. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Les parents d'Elena étaient dévastés. Sa mère n'arrêtait pas de pleurer. Son père fuyait mon regard, honteux. Après le verdict, ils se sont approchés de Rodrigo et de moi. « Pardonnez-nous » a dit sa mère. Nous ne savions pas. Nous n'aurions jamais imaginé qu'elle soit capable d'une chose pareille. Personne ne le savait, ai-je répondu. Pas même moi. Et j'ai vécu avec elle pendant 12 ans. Vas-tu lui rendre visite, a demandé son père. Non, je ne pense pas pouvoir faire ça. Ils ont compris. Ils se sont éloignés. 2 personnes brisées par ce que leur fille avait fait. Le divorce a été finalisé 2 semaines après le verdict. Ce fut rapide, propre. Elle n'a rien contesté. Elle ne le pouvait pas, pour la prison. De toute façon, j'ai gardé la maison, tout. Elle n'est restée qu'avec la culpabilité et 18 ans de sa vie. J'ai vendu la maison 1 mois plus tard. Je ne pouvais pas y vivre. Chaque recoin renfermait des souvenirs. Chaque pièce était un rappel du mensonge qu'avait été mon mariage. J'ai acheté un petit appartement dans un autre quartier de la ville. J'ai recommencé à zéro. Thérapie 2 fois par semaine, exercice tous les matins, travail, amis, routine. Doucement, très doucement, j'ai recommencé à me sentir humain. Rodrigo et moi sommes devenus plus proches.
Nous nous voyions toutes les semaines pour dîner. Nous ne parlions jamais d'Elena. Ce chapitre était clos pour nous deux. Carla et Enrique m'ont inclus dans leur projet de famille. Dîner du dimanche, film, pique-nique. Ils m'ont rappelé qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde. Des personnes qui ne vous trahissent pas. Un après-midi, 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre. C'était d'Elena. Je l'ai tenue dans mes mains un long moment avant de décider de l'ouvrir ou non. Je l'ai finalement fait. Roberto, je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire. Je sais que tu détesteras probablement cette lettre, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai besoin que tu comprennes que je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. J'étais perdu, effrayé, désespéré. J'ai pris de terribles décisions qui ont blessé les personnes que j'aimais le plus. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas. J'espère juste qu'un jour tu pourras te rappeler qu'il y a eu de vrais moments entre nous. Des moments où j'étais la personne que tu pensais que j'étais. Ces moments ont existé. Tout n'était pas un mensonge. Je te souhaite le meilleur. Roberto. Toujours, Elena. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai pliée et je l'ai mise dans un tiroir. Je n'allais pas répondre. Il n'y avait rien à dire. Elle avait 18 ans pour réfléchir à ses décisions. J'avais le reste de ma vie pour réapprendre à faire confiance. Ce soir-là, je me suis assis sur le balcon de mon nouvel appartement avec un verre de vin. J'ai regardé la ville, les lumières, la vie qui continuait comme toujours. J'ai pensé à cette montre, à la façon dont un simple objet m'avait presque coûté la vie, à la façon dont mon instinct m'avait sauvé, à la façon dont Rodrigo avait payé le prix qui m'était destiné. J'ai repensé à Elena, à la femme que je croyais connaître, à la femme qu'elle était vraiment, et à la façon dont ces deux versions avaient coexisté simultanément à mon insu. J'ai pensé aux 12 années, aux rires, aux moments heureux, aux nuits tranquilles. Avait-il été réel, ou tout cela n'avait-il été qu'une pièce de théâtre? Je ne le saurais probablement jamais. Et peut-être que c'était bien de ne pas savoir. Peut-être que l'important, c'était que j'avais survécu. Que Rodrigo avait survécu. Que nous avions tous les deux une seconde chance de vivre nos vies sans le poison de ses intentions. J'ai pris une gorgée de vin. L'air du soir était frais, agréable. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Ce n'était pas le bonheur. Pas encore. Mais c'était un début. Et parfois, un début est tout ce dont on a besoin. J'ai regardé mon poignet. Ma vieille Seiko était toujours là. La montre que mon père m'avait offerte. La montre que j'avais choisi de porter ce jour-là, au lieu du cadeau empoisonné d'Elena. Cette montre m'avait sauvé la vie sans que je le sache. J'ai souri. Un petit sourire, mais sincère. La vie continue, parfois de façon auxquelles on ne s'attend pas. Parfois, on survit à des choses qui auraient dû nous détruire. Et quand on survit, on a deux choix, rester prisonnier de ce qui s'est passé, ou aller de l'avant, vers ce qui peut être. J'ai choisi d'aller de l'avant. J'ai fini mon verre de vin, je suis rentré dans l'appartement et j'ai fermé la porte derrière moi. Demain serait un autre jour, un autre pas en avant, une autre chance de reconstruire ce qui a été brisé. Et cette fois, je le ferai bien. Cette fois, je ferai confiance à mon instinct dès le début. Cette fois, je vivrai pour.